Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission destinée à décrypter les principaux événements qui ont marqué la semaine africaine. Nous reviendrons dans ce numéro sur la problématique de l'immigration clandestine en provenance du Sahel. L'émission d'aujourd'hui est intitulée « L'arme des migrants ». Ces 4 dernières années, l'immigration clandestine en provenance du Sahel a connu une hausse spectaculaire, notamment depuis l'abrogation de la loi anti-trafic au Niger fin 2023. Des milliers de migrants affluent chaque mois vers les pays du Maghreb. Des milliers de migrants affluent chaque mois vers les pays du Maghreb qui deviennent des espaces de transit de plus en plus sous pression. Au-delà de l'aspect humanitaire, les autorités s'inquiètent du risque sécuritaire, infiltration de réseaux terroristes, trafic de drogue et exploitation des vulnérabilités des migrants par des groupes criminels. L'immensité des frontières aggrave la situation, rendant le contrôle difficile. Alors, des responsables tirent régulièrement la sonnette d'alarme, appelant à une entrée des migrants sous contrôle. Un défi de taille, par exemple, pour un pays comme l'Algérie, qui est au cœur d'une région en ébullition. Alors question, la migration clandestine constitue-t-elle un risque sécuritaire, notamment en lien avec le terrorisme ou les trafics ? Faut-il craindre une instrumentalisation de la migration par des réseaux criminels ? La rupture d'engagement par certains pays sahéliens compromet-elle la coopération régionale ? C'est ce dont nous allons débattre dans le numéro de l'événement du Sahel d'aujourd'hui. Alors, pour tenter de répondre à toutes ces questions, il y a avec nous Ahmed Kateb, journaliste et chercheur en sciences politiques. Bonjour Ahmed Kateb. Merci à vous, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Il y a également avec nous Mqorana Touarabi, journaliste spécialiste des questions de sécurité en Afrique et consultant de l'émission. Bonjour Mqorana Touarabi. Bonjour Zim, bonjour Ahmed Kateb et à tous ceux qui nous suivent actuellement sur les ondes d'Ifriqiya FM. Merci Mqorana Touarabi, donc bonjour à vous deux. Alors, déjà comme ça, frontalement, Mqorana Touarabi, selon l'Organisation internationale pour les migrations, les départs depuis un pays, par exemple, comme le Niger, ont augmenté ces derniers temps de 69% par rapport à 2023. Qu'est-ce qui peut expliquer cette augmentation ? La principale raison, elle est claire, elle est toute indiquée. Vous avez dans cette zone, parmi les pays les plus pauvres de la planète, un pays comme le Niger, bien qu'il soit riche en ressources naturelles, mais sa population elle est extrêmement pauvre. Et les pays de la région, c'est la même chose. Donc il y a la question de la pauvreté qui est un élément important et qui pousse les gens à 40% fuir. de la population de ce pays est effectivement pauvre et vit en dessous du seuil de pauvreté. Tout à fait. Et l'État du Niger vit de l'aide internationale essentiellement. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les réfugiés, l'exode climatique, parce que justement cette pauvreté est accentuée par justement les conditions climatiques de plus en plus difficiles pour les populations qui vivent justement notamment de l'agro-pastoral, de l'élevage ou de l'agriculture traditionnelle. Les conditions deviennent de plus en plus difficiles. À cela s'ajoute aussi
tous les réseaux, toutes les tensions qui peuvent surgir, notamment les tensions peuvent être liées aussi à ces conditions climatiques entre agriculteurs et éleveurs, on va en parler même. Communautés. Est-ce que la décision de Niamey d'abroger la loi 2015-36 qui criminaliser le trafic de migrants, n'a-t-elle pas créé ce qu'on pourrait appeler un appel d'air? Effectivement, c'est un appel d'air parce qu'aujourd'hui, le Niger est devenu un point de convergence de tous les réseaux de trafic de migrants subsahariens. Donc aujourd'hui, c'est la plateforme, c'est le point de passage essentiel pour les réseaux de trafic de migrants. L'abrogation a eu lieu le 27 novembre 2023. Un peu plus d'une année. Oui, un peu plus d'une année. 27 novembre 2023. Tout à fait. Donc, c'est un appel d'air. La preuve qu'aujourd'hui, justement, il y a une submersion de migrants clandestins dans cette région, au point où, justement, les autorités du Niger se sentent débordées par ce fléau, parce qu'il n'y a pas que les populations locales qui sont concernées par l'immigration clandestine, mais il y a beaucoup de nationalités subsahariennes qui se trouvent aujourd'hui intéressées par cette immigration. Donc ils viennent au Niger en sachant que d'abord il n'y a aucune loi qui peut les pénaliser. Deuxièmement, il y a une forte concentration des réseaux de trafic de migrants. Oui. Merci Mkouna Touarabi. Alors Ahmed Kateb, on sait qu'il y a globalement 5 routes migratoires. Alors l'une des principales routes migratoires, comme vient de le dire Mkouna Touarabi, c'est celle qui passe par Agadez. C'est une ville du nord du Niger. Les flux migratoires ont augmenté depuis novembre 2007 en raison de la décision des autorités nigériennes d'abroger une loi qui criminalisait le trafic de migrants. Alors, elle visait donc à criminaliser le transport de migrants depuis la ville d'Agadez, un carrefour. Alors Agadez est un carrefour majeur, est un carrefour majeur de la migration sahélienne. Quels sont les facteurs, Ahmed Kateb, structurels qui dopent l'immigration? Alors, les facteurs structurels qui dopent l'immigration, Mkouna Touarabi a cité quelques-uns. Donc on a les changements climatiques qui induisent un phénomène de migration climatique, donc de déplacement de population. Il y a aussi l'effondrement de l'État nigérien lui-même, donc la faillite de l'État qui fait que ce dernier ne puisse plus assurer le minimum de services pour subvenir aux besoins de sa propre population. Il y a également cette vieille tradition, parce que si on parle d'Agadez, Agadez c'est un carrefour à la croisée des chemins. Donc on a, depuis le Moyen-Âge, les routes du sel et de l'or, d'abord verticales, de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique de l'Est et le Moyen-Orient, mais également d'abord horizontale, donc de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique de l'Est et le Moyen-Orient, et verticale de l'Afrique subsaharienne vers l'Afrique du Nord. Donc Agadez a, depuis la nuit des temps, été un véritable carrefour. Mais aujourd'hui, faute d'or, de sel, ce sont les êtres humains qui sont soumis à tous les trafics possibles et imaginables par de véritables mafias qui encadrent cette migration, cette traite des êtres humains en direction de Libye, mais aussi en direction d'Algérie et de Tunisie, pour aboutir à la Méditerranée, et puis bien sûr Lampedusa et l'Italie. Donc on voit qu'il y a cette convergence vers Agadez pour déverser vers l'Afrique du Nord. Autre facteur, et pas des moindres, c'est le facteur... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Ahmed Kateb, par rapport, par exemple, à l'instabilité politique et au conflit armé? Est-ce que ce sont des éléments aussi qui structurent... J'y arrivais. J'allais parler des conflits armés et du terrorisme, donc un phénomène désormais endémique pour ce pays et pour toute la région du Sahel, malheureusement, et qui impacte les États, les populations et tout le voisinage. On voit, pour le cas du Niger, lorsque l'État
fonctionnait quasi normalement. Oui. Il y avait la loi de 2015 qui criminalisait le trafic d'êtres humains et le trafic à finalité de favoriser le phénomène migratoire. Oui. Mais depuis le coup d'État de juillet 2023, il se trouve que le nouveau pouvoir est inscrit véritablement dans une certaine fuite en avant, d'où l'abrogation en novembre 2023 de cette loi de 2015. Donc ça a ouvert la boîte de Pandore et ça a ravivé le trafic et ce phénomène migratoire qui a atteint 69% donc de plus en 2024 par rapport à 2023, ce qui est extraordinaire. Considérable. C'est l'effondrement de l'État national, c'est la faillite des politiques publiques, des gouvernants qui n'ont pas pu régler, régenter, réglementer ce phénomène qui fait qu'il y ait une résurgence. Et c'est, comme vous l'avez si bien dit, Zine Chalfaoui, dans votre introduction, ça fait office de véritable bombe à retardement. Donc il faut voir, le Niger, en 2050, ça sera 70 millions d'habitants. Donc dans 25 ans, il aura plus que doublé. En 2100, la population va exploser. Le Sahel, les 10 pays du Sahel, en 2050, c'est 330 millions d'habitants. En 2100, ils seront 650 millions d'habitants. Donc, voyez maintenant l'augmentation de la population quasiment d'une manière exponentielle. Et c'est ça le véritable défi qu'un pays comme l'Algérie doit relever, parce que c'est notre voisinage immédiat. Donc, c'est des politiques en direction peut-être de ces pays, de ces populations, pour pouvoir créer les conditions d'un développement durable. Et c'est ça le véritable challenge que doivent relever les autorités algériennes face à ce phénomène migratoire. Bien évidemment, il y a la coercition, les lois, il y a la rigueur, mais il y a également ces politiques publiques de développement, d'aide au développement, que l'Algérie... Qui permettent de fixer les populations. Tout à fait, mais l'Algérie, vous le savez, n'est pas comme les autres pays, n'est pas comme les pays européens, la France par exemple, etc. On n'attend rien en retour. Tandis que les Européens, c'est un investissement entre guillemets avec une finalité, c'est-à-dire empêcher ce flux migratoire et empêcher ce qu'Alfred Sauvy avait qualifié en son temps, un fameux démographe et inventeur de la notion du tiers-monde, il avait qualifié d'Europe submergée. Cette Europe submergée, aujourd'hui, les pays européens en ont vraiment peur, donc ils mettent en place des politiques. Il y a l'agence Frontex, il y a toute cette panoplie de mesures coercitives, mais au fond, c'est un phénomène humain qu'on doit régler à un niveau humain. Exact. Moukhra et toi, Rabi, alors l'immigration clandestine, donc en résumé, le Niger a décriminalisé le trafic de migrants en abrogeant la loi de 2015, ce qui a entraîné une augmentation des flux migratoires vers le nord, tout en suscitant des préoccupations au niveau international, mais surtout régional. Ahmed Kateb l'a signalé, l'immigration clandestine est dopée par une combinaison de facteurs structurels. Ils sont politiques, ils sont économiques, ils sont géopolitiques. Alors parmi ces problèmes structurels, il y a l'instabilité politique et les conflits armés. Coup d'État à répétition, on l'a vu, 5 coups d'État depuis 2020 au Sahel central, 2 au Burkina, 2 au Mali, dont un aussi au Niger, donc ce qui a pour conséquence d'affaiblir les États. Mais on a aussi les guerres civiles, on a les tensions ethniques qui forcent les populations à fuir. Il y a une présence de groupes armés, terroristes et des milices qui, dans plusieurs zones du Sahel central, qui exploitent justement la misère de ces migrants.
Bien évidemment, on n'oublie pas les crises économiques et les facteurs environnementaux. Khaled Touarabi, est-ce que comment les groupes terroristes peuvent exploiter justement les migrants? On sait que le Sahel central est une région où il y a plusieurs groupes terroristes. C'est l'une des régions les plus dangereuses au monde. Qualifie même l'épicentre du terrorisme international. Oui. Donc il y a aujourd'hui des preuves que les groupes terroristes exploitent les migrants. Comment le font-ils, Khaled Touarabi? D'abord, ils exploitent les populations d'une manière générale. En fait, s'ils arrivent à s'enraciner dans cette région, c'est justement parce qu'ils ont réussi à asseoir leur autorité là où l'État a failli. Justement, comme l'a si bien souligné Hamid Kateb, le principal problème justement des pays de la région, c'est l'absence de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Cette incapacité justement à assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire qui profite à ces groupes terroristes qui sont venus d'ailleurs et qui se sont développés parce que ils sont arrivés, mais ils se sont beaucoup développés ces dernières années parce qu'ils ont trouvé un terrain fertile à leur extension, au recrutement facilité justement par toutes ces conditions que on venait décrire, justement de la misère à l'instabilité politique. Aujourd'hui, les groupes terroristes, même s'ils ne sont pas engagés directement dans le trafic de migrants, mais c'est eux qui assurent, qui sécurisent les routes migratoires, c'est eux qui assurent la sécurité aux passeurs justement qui sont directement impliqués dans ce trafic, et bien évidemment ça leur rapporte de l'argent et parce que les réseaux de passeurs sont aussi les mêmes réseaux par lesquels on essaie de faire passer les armes, on essaie de faire passer la drogue, donc il n'y a pas que le trafic de migrants. Il y a tout un système de trafic qui est mis en place tout autour de ces réseaux de trafic de migrants jusqu'à l'infiltration du groupe terroriste. On l'a vu pendant les 10 dernières années, depuis 2013. Il y a eu beaucoup de données justement sur l'arrivée de l'arrestation ou l'interception de migrants de nationalité asiatique. Qui se trouve étrangement dans cette zone du Sahel. Donc, la grande interrogation, qu'est-ce que ferait un Philippin ou un Syrien ou un Bengalais ou un Pakistanais au Niger? Il est trop loin de chez lui. Il y a d'autres routes migratoires s'il veut aller vers l'Europe. Il y a d'autres routes migratoires. Donc, il y a cette interconnexion entre groupes terroristes et passeurs au Sahel. Il y a une convergence d'intérêts. Il y a même une sorte de mutualisation des moyens pour justement faire justement le maximum dans cette région et cette situation. Cette exploitation, peut passer par le racket, l'extorsion, le travail forcé et traite des êtres humains. Oui, ça c'est une pratique. En fait, les groupes terroristes qui sont les maîtres de ces régions, en réalité, les États contrôlent une infime partie, mais le reste... C'est une zone grise. C'est une zone grise qui est entre les mains des groupes terroristes. Donc c'est eux qui ont la force de coercition, justement. Donc tous les groupes, les autres trafics sont... chapeautés par les groupes terroristes, même s'ils ne s'engagent pas, je le dis directement, dans ce trafic, mais ils en tirent des profits. Ils en tirent des profits, ils assurent la sécurité de ce trafic dans la région. Donc l'implication des groupes terroristes, elle est avérée, elle est prouvée, et c'est ce qui devient de plus en plus inquiétant pour les États de la région, y compris pour les États du Sahel, les premiers qui sont concernés, et tous les États frontaliers, qu'ils soient du nord ou du sud, parce que les groupes terroristes, on voit qu'ils ont tissé une toile d'araignée tout au long de la région, et ils sont en train de descendre vers le sud, mais aussi ils risquent aussi de monter vers le nord pour toucher des pays comme... Et c'est là où il y a un risque d'infiltration. Voilà, il y a des risques d'infiltration. Les frontières sont frontières immenses. Elles restent poreuses, même si on met beaucoup de moyens. À surveiller. Elles restent quand même, les reliefs désertiques, sont ce qu'ils sont très difficiles.
de kilomètres. C'est des milliers de kilomètres. Même quand on met un soldat pour chaque kilomètre, c'est difficile à surveiller. C'est extrêmement difficile. On a vu, les États-Unis, ils ont une seule frontière problématique. Avec tous les moyens qu'ils ont, ils n'arrivent pas à sécuriser. Il y a toujours un moyen justement de tromper la vigilance des forces de sécurité qui sont chargées d'assurer la sécurité des frontières. Merci Mkolan. À chaque fois, les groupes armés ou les groupes criminels rivalisent d'intelligence et d'ingéniosité pour contourner les dispositifs de sécurité. Ahmed Kateb, les groupes terroristes ou le modèle économique des groupes terroristes se fonde sur le trafic de drogue, mais également sur le trafic de migrants. C'est un axe sur lequel les groupes terroristes travaillent beaucoup et c'est quelque chose qui rapporte beaucoup. C'est une interopérabilité entre les deux types de groupes de trafiquants de migrants et de terroristes. Et de drogue. Il y a également des alliances matrimoniales qui sont faites, ce qui procure aux différents groupes sécurité et garantie de passage sauf. Donc on est véritablement dans une nouvelle ingénierie de tissage de toile d'araignée, comme l'a dit Mqanet Ouarabi, qui allie liens matrimoniaux, idéologie extrémiste, volonté de gain facile et cet état d'esprit annihilant et qui un petit peu tend à nier cet esprit négationniste, je cherchais le mot, par rapport aux États-nations. Donc c'est la conjonction de tous ces facteurs qui fait qu'il y ait cette masse critique qui puisse aujourd'hui constituer un danger majeur, non seulement pour les 3 États de la Confédération des pays du Sahel, des États du Sahel, mais également pour tout le voisinage, qu'il soit au nord ou au sud. Il y a quelques jours, il y a eu des attaques en Côte d'Ivoire. Il y a des attaques récurrentes au Bénin, au Togo, le Nigeria bien sûr avec Boko Haram. Ça va vers le nord, mais ça va aussi vers le sud. Ça va aussi vers le sud, ce qui rend cette connexion très dangereuse, mais surtout qui l'inscrit dans le temps. Elle devient structurelle et ça devient un phénomène structurant des sociétés elles-mêmes. Donc par le biais des alliances matrimoniales, les groupes terroristes qui sont venus d'ailleurs ont trouvé gîte, sécurité et protection de la part des notables locaux. Donc on est vraisemblablement dans ce mix dangereux qui fait que le phénomène migratoire bénéficie de la protection de nombreux groupes terroristes et de nombreux groupes de trafiquants de drogue, et vice-versa. Parce que ça s'alimente mutuellement. Exactement. Alors, Ahmed Kateb, les groupes criminels et terroristes exploitent les migrants clandestins de plusieurs façons, comme le dit Mqanet Ouarabi, transformant la migration irrégulière en un véritable business lucratif. Il est lucratif lorsqu'on sait, par exemple, que pour aller de Guinée en Tunisie, en Libye, en Algérie, il faut pas moins de $1000 et plus de la moitié de cette enveloppe est distribuée aux passeurs, aux groupes terroristes, etc. Donc on se rend bien compte qu'effectivement c'est un business qui rapporte beaucoup. Alors, et ces groupes criminels exploitent la douleur des migrants auxquels on ne peut pas reprocher de vouloir chercher un ailleurs meilleur. Alors, ils aggravent la vulnérabilité des personnes en déplacement. Il y a le racket, comme Mqanet Ouarabi, tu l'as dit, vous l'avez dit tout à l'heure, donc les migrants sont souvent extorqués à différents points de voyage. Les groupes criminels leur imposent des taxes illégales pour traverser des territoires ou franchir des frontières. Parfois les migrants... des frontières, même sur le sol, quand ils arrivent, ils leur exigent parce qu'ils restent toujours, ils contrôlent toujours leur présence sur le territoire parce qu'ils sont sans papier. Figurez-vous, Mqanet Ouarabi, alors les migrants sont même enlevés, puis
leurs familles sont contactées pour des rançons. Il y a des migrants, pour payer leurs dettes de voyage, ils sont obligés de travailler dans des mines, ils sont exploités dans des mines artisanales, des chantiers en construction. On parle aussi de la prostitution forcée lorsqu'il s'agit de femmes ou de petites filles, l'agriculture, le gardiennage. Alors, les groupes terroristes, certains groupes terroristes, et c'est connu, hein, la littérature sur le sujet est très abondante. Certains groupes terroristes utilisent les migrants pour faire passer des armes, des stupéfiants, ou s'en servir comme un écran pour dissimuler leurs propres membres ou opérations. Alors, les migrants peuvent aussi servir de distraction face aux forces de sécurité pendant que des cargaisons illégales sont acheminées ailleurs. Donc, c'est des diversions comme ça. Alors, on n'oublie pas les opérations d'endoctrinement. Les migrants, ils viennent tout petits, ils sont endoctrinés et utilisés comme des bombes humaines. Les routes migratoires, donc, c'est quelque chose qui rapporte énormément. Ils exploitent, donc, comme on vient de le dire, la misère des migrants. Question maintenant, allons vers le géopolitique. Est-ce que Moukhran Touarabi, alors Ahmed Kateb, je ne vais pas trop abuser, donc je passe à Moukhran Touarabi. Est-ce que les migrants peuvent être utilisés aussi comme une arme? Oui. Et si oui, comment? Oui, comment pour attaquer des États qui essaient justement de faire le nécessaire pour mettre de l'ordre en termes d'immigration, instaurer des règles, essayer de sécuriser leur territoire parce que et justement de faire face à tous les dangers auxquels peuvent être exposés les États qui sont justement destinataires de ces flux migratoires. Oui. Donc, ils peuvent être utilisés pourquoi? Parce que quand il y a un flux migratoire important vers un pays, c'est des ça drames. met sous pression ce pays déjà. Ça met sous pression ce pays. Et après, il est attendu au tournant. Ah, il a maltraité. Ah, il n'a pas respecté tel texte. Ah, il a le droit international, il l'a renvoyé et tout. Donc, ça expose les États qui sont justement destinataires de ces flux migratoires à des attaques, notamment médiatiques et même politiques. Donc, ça les expose, c'est comme ça qu'on l'utilise. Par exemple, au Sahel, quand vous avez des centaines de milliers de migrants qui arrivent à vos frontières, et vous connaissez même pas leur identité, est-ce qu'ils sont voisins ou ils viennent d'ailleurs, parce qu'ils portent aucun papier, parce que la langue elle est difficile à distinguer. Tout ça, c'est des difficultés. Et vous allez trouver des enfants, des femmes, des vieux, des jeunes, des moins jeunes, ainsi de suite. C'est des drames humains auxquels il faut faire face et ça demande beaucoup de moyens. Et au tournant, vous avez des réseaux, parfois des États extra-régionaux, ils peuvent être extra-régionaux, qui sont là avec le réseau et qui n'attendent que le moment d'attaquer ou d'épingler tel ou tel pays. On le voit comment, et parfois, ils le font délibérément pour créer des tensions et des problèmes à l'État, donc qui va nécessairement mobiliser des moyens supplémentaires pour sécuriser ses frontières. Donc ça diminue sa capacité à investir. Ça met sous pression tout le monde. Ça met sous pression tout le monde. Exactement. C'est un frein même au développement des États quand c'est pas régulé. L'Algérie, par exemple, si on parle de l'Algérie, c'est un pays continent qui partage des frontières avec le Niger, le Mali, la Mauritanie. Justement, c'est un pays qui capte beaucoup de migrants qui peuvent être clandestins ou réguliers, qui travaillent dans des champs et dans des chantiers depuis de longues années. Vous n'allez qu'à faire une tournée un peu partout, vous allez trouver un peu partout des travailleurs africains. La migration, quand elle est régulée, elle est bénéfique si vous allez partir pour tout le monde, dans les wilayas frontalières, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de consulats de pays de la région. Exact. Et il y a des permis de travail qui sont délivrés. Donc quand c'est régulé, c'est bien. C'est bien pour tout le monde. C'est bien pour le pays d'accueil, mais c'est bien aussi pour le pays d'origine. Mais le problème, c'est les réseaux clandestins. Les réseaux clandestins, ils sont porteurs de dangers, bien évidemment. Et pour le pays d'origine, parce que après tout,
c'est sur son sol que tout ce trafic se fait. Exactement. Avec tous les dangers auxquels l'État d'origine déjà est exposé. Le trafic de drogue, ce n'est jamais bon pour un État. Quand on a des territoires qui sont sous le contrôle des bandits et des criminels, ce n'est jamais pour... Donc tout ça met sous pression les États qui sont destinataires de ces flux migratoires, mais aussi les pays d'origine. D'où la nécessité de mettre en place des mécanismes de coopération qui vont permettre justement de canaliser les flux migratoires, de les rendre réguliers et de mieux les contrôler, tout simplement. Très bien. Ahmed Kateb, alors une loi est adoptée en 2015 pour criminaliser le trafic de migrants. En 2023, elle est abrogée. On a un pic de migrants clandestins, donc une augmentation des flux de 60%. C'est pas 10%, c'est pas 15%, c'est pas 20%, c'est pas 30%, c'est 69%. Est-ce que dans un cas pareil, on n'a pas le droit, n'est-on pas en droit de penser que, tiens, tel pays, peut-être que en recevant un flux aussi important en une année, ne fait pas face à ce qu'on pourrait appeler tout simplement ce que les spécialistes appellent une guerre hybride? C'est une guerre hybride, une guerre de 4e génération, où la population est utilisée comme une véritable arme de déstabilisation massive. Donc le Niger, qui a fait sauter le verrou de la loi de 2015 en novembre 2023, l'a fait parce que lui-même subissait des pressions. D'abord, un risque d'invasion de la part de certains. Tout à fait. Et ensuite, parce que... Cette loi a d'abord été concoctée pour les intérêts du Niger, qui lui-même était sous la pression des groupes terroristes et des migrants clandestins. Mais le Niger, lorsque le Niger était une république qui avait un régime présidentiel et une démocratie qui fonctionnait. Après le coup d'État de juillet 2023, c'est autre chose, c'est une autre histoire. À la limite, c'est aux Nigériens de le décider, mais effectivement, sur le plan migratoire, ça pose problème. Parce que tout est lié. Le coup d'État a été mal accueilli par la CEDEAO. Tout le monde se rappelle des menaces d'intervention directe contre le Niger. 1. 2. La CEDEAO a imposé des sanctions économiques. Donc c'est pour ça que je dis que le curseur de juillet 2023 est très important. Pourtant l'Algérie s'est beaucoup opposée à l'intervention et à l'intervention. Elle s'est opposée aux sanctions. Elle a maintenu ses frontières ouvertes et elle a proposé une feuille de route de sortie de crise. Maintenant, les Nigériens ont décidé autrement. Qu'à cela ne tienne, c'est leur pays, donc ils sont libres de décider de leur avenir. Maintenant, lorsque l'avenir du Niger impacte l'avenir de l'Algérie, ça, c'est autre chose. Exactement. Parce que là, on raisonne d'une autre manière, d'une manière connectée, globale et d'une manière holistique. Aujourd'hui, c'est ce flux de migrants qui monte du Niger vers l'Afrique du Nord est un flux plus que problématique, parce que il n'y a plus de contrôle, ce n'est plus régulé, et maintenant tous les coups bas sont permis. Pourquoi? Parce qu'il y a de véritables zones grises qui se sont installées dans ce pays, où l'État ne contrôle plus le territoire, où ces territoires perdus par l'État tombent sous l'escarcelle de groupes terroristes et de groupes de crimes organisés, de drogue, de trafic de migrants, etc. Donc, la loi, c'est la loi du plus fort, du groupe criminel le plus influent. C'est ce qui pose véritablement un problème, d'où la nécessité pour des pays comme l'Algérie, la Libye, la Tunisie, de concerter les efforts pour arriver à trouver des solutions communes à ce problème commun. Parce que c'est un problème que les pays d'Afrique du Nord subissent de plein fouet. Et au-delà de l'Afrique du Nord, c'est l'Europe du Sud qui subit ce flux migratoire. Bon, l'Italie
à le plan Mattei, il y a des stratégies qui sont discutées d'un commun accord entre certains pays européens et à leur tête l'Italie et les pays d'Afrique du Nord, Maghreb, ouais. l'Algérie, la Tunisie et la Libye notamment. Et l'Égypte Donc, aussi. Hein. L'Égypte aussi, parce que l'Égypte est grandement impactée par le même phénomène. Et pour l'Égypte, ce sont les routes qui viennent du Niger, mais également de Somalie, du Soudan, de l'Est libyen, qui convergent vers l'ouest égyptien, donc sur la côte méditerranéenne. Et avant le génocide israélien à Gaza, donc certains migrants passaient la frontière gazaoui pour entrer vers Gaza et l'entité sioniste. Bref, donc on voit que la complexité de la chose est telle qu'il faudrait des solutions structurantes, pérennes, durables surtout, et des politiques concertées de la part des États impactés. Il est aujourd'hui nécessaire et même urgent qu'un pays comme l'Algérie puisse aller de l'avant dans des mécanismes communs avec la Tunisie et la Libye pour trouver des solutions idoines et pourquoi pas discuter avec nos amis du Niger pour essayer de trouver des modus operandi qui satisfassent tout le monde. Et c'est justement ces mécanismes qui puissent endiguer et le phénomène migratoire, mais surtout la menace terroriste. Parce qu'au-delà du phénomène migratoire, il y a la menace terroriste qui est toujours sous-jacente et qui risque, on l'a vu dans plusieurs exemples, et qui risque d'impacter et d'être un véritable défi et une véritable menace pour les pays d'accueil, qu'ils soient en Afrique du Nord ou en Europe du Sud. On l'a vu avec les routes migratoires qui traversent le Moyen-Orient et la Turquie vers la Grèce et l'Europe balkanique et occidentale, où d'anciens migrants sont devenus des terroristes endoctrinés. C'était des loups solitaires et qui ont commis des attentats en Europe. Donc, il y a un risque réel qu'il y ait parmi ces migrants subsahariens des loups solitaires. Des loups solitaires. Rabi, alors les migrants sont instrumentalisés non seulement contre les pays d'accueil, mais aussi contre les pays de transit. Des pays de transit qui ont tendance maintenant à devenir des pays de destination ou des pays d'accueil. C'est le cas de l'Algérie. Alors dans ce jeu géopolitique complexe, l'Algérie se retrouve à la fois gardienne, tampon et cible. Elle subit les conséquences d'un désordre mondial. Donc effectivement, les migrants peuvent être une arme de destruction massive. On pourrait dire que la route migratoire sahélienne est un piège à double tranchant. Alors elle use les pays qui reçoivent l'onde de choc, mais elle épuise aussi les pays de transit qui doivent assurer le contrôle de territoires immenses, gérer des crises humanitaires à leur porte, faire face à la critique internationale, tout en maintenant leur propre stabilité interne. C'est extrêmement difficile d'affronter une guerre hybride ou ce qu'on pourrait appeler une guerre de quatrième génération, pour Rabi. Oui, en tout cas, ce genre de guerre, justement, nécessite plus qu'un acteur. Comme c'est des guerres tellement sophistiquées que la seule arme, d'abord, il y a des moyens que les États doivent mobiliser, mais il y a aussi la coopération entre États. Aujourd'hui, ce phénomène migratoire auquel fait face la région, d'une manière générale, nécessite des politiques de coopération assez développées entre tous les États de la région. C'est la seule manière justement de faire face à ces guerres avec tous les risques justement qu'elles posent pour les États d'abord et pour la sécurité des populations d'une manière générale. Quand on parle de réseaux de migrants et de leur connexion avec les groupes terroristes, ça veut dire quoi? Ça veut dire
plus il y a de réseaux terroristes, réseaux de passeurs au Niger, plus les réseaux travaillent. Ils font passer des migrants clandestins vers l'Afrique du Nord, qui vont rejoindre l'Europe, plus donc ils engrangent de l'argent et plus les groupes terroristes ont des moyens financiers pour acquérir plus d'armements, donc pour continuer leur activité criminelle et terroriste sur le territoire de ce pays. La solution D'où l'importance que ces États de la région, un pays comme l'Algérie a déjà mis en place une politique, une doctrine, une stratégie justement pour lutter contre le terrorisme qui intègre tous ces éléments que vous venez de développer. Allant de la lutte contre la pauvreté jusqu'au réseau de trafic de drogue, d'immigration clandestine, ainsi de suite, parce que tout est connecté. C'est le grand banditisme, la grande criminalité. Donc aujourd'hui, les États du Sahel, le Niger, que ce soit le Niger, le Mali, le Burkina Faso ou bien d'autres, ont intérêt, comme l'Algérie aussi a intérêt, à coopérer davantage sur ce dossier et d'une manière globale, sur la question de la sécurité régionale. Parce que c'est plus global et l'Algérie a été pionnier dans le domaine, d'abord en mettant en place dès 2020 une agence de coopération et de solidarité dont les premiers projets sont avec les pays de la région, qui vise justement à aider ces pays de la région à créer des conditions pour les populations locales pour qu'ils puissent s'installer sur place, mais aussi pour les éloigner de toute opération d'endoctrinement, de recrutement des groupes terroristes. Exactement. Donc le développement contribue aussi à la sécurité, à la lutte contre le terrorisme, bien évidemment aussi à résorber les réseaux de trafic de migrants. Merci Mouatou Arabi. Le dernier mot, s'il vous plaît, Ahmed Kateb. Alors vous avez 1 minute et demie pour en parler. J'imagine que le règlement de ce problème passe inévitablement par une stabilité des pays et surtout par la mise en place de programmes de développement, ce qui pourrait permettre de fixer les populations. Tout à fait. La stabilité, c'est le mot-clé justement pour permettre aux populations sahéliennes d'abord de sortir de la misère endémique et de devenir, comme elle l'était auparavant, une population productrice de richesses. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des richesses agricoles, minérales, culturelles, qui font la spécificité de ces peuples du Sahel. Donc il faudrait réinvestir dans l'humain, dans le social, pour pouvoir booster cet élan de développement. L'agence algérienne, qui a une cagnotte d'1 milliard de dollars, peut être un levier formidable pour qu'il y ait cette impulsion, pour peu que les États de la Confédération du Sahel s'y prêtent et acceptent justement cette main tendue de l'Algérie. Merci beaucoup Ahmed Kateb, merci beaucoup Mouatou Arabi pour votre participation à cette émission. C'était donc le mot de la fin. Nous arrivons, chers amis auditrices et auditeurs, au terme de cette émission consacrée à la migration régulière au Sahel. Ont participé, comme je viens de le dire, à ce numéro notre confrère Mouatou Arabi, journaliste politique et consultant de l'émission, et Ahmed Kateb, chercheur en sciences politiques, ancien directeur de Canal Algérie. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début, sachez que vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur la page Facebook de la chaîne de radio Ifriqiya FM. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Amin Zawi. Alors, à la console technique, il y avait Sid Ahmed. Au streaming, Ahmed Sihmed. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Et surtout, au revoir.